Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 323 de Change ma vie, 4 leçons tirées de mon postpartum, applicables à toute autre phase intense de changement, deuxième partie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de la semaine dernière et dans celui de cette semaine, je reviens avec vous sur la période qui a suivi la naissance de mon premier enfant, il y a presque 12 ans. Et je partage avec vous les 4 enseignements majeurs que j'ai retirés, non sans difficulté, de ce chapitre de ma vie. Mon objectif, c'est de contribuer à normaliser ce que peuvent vivre les mères, certaines mères, durant cette période vraiment singulière, et permettre à celles qui se reconnaîtront dans mon expérience de mieux se comprendre et de se sentir moins seules. Même si, fort heureusement, la parole s'est beaucoup libérée ces dernières années sur l'ambivalence que ressentent beaucoup de mères et les difficultés qui peuvent se présenter au cours du postpartum, il me semble qu'il reste toujours, dans l'imaginaire collectif, cette idée que l'arrivée d'un enfant est une période de bonheur béat, semée de pâquerettes et de petits bodys brodés, alors que, par bien des aspects, c'est un tsunami qui peut être vraiment rude à traverser, d'autant plus si on manque de clés pour se comprendre et s'accompagner. Je veux souligner que même si la naissance ou l'arrivée d'un enfant ne vous concerne pas personnellement, ni personne dans votre entourage, les leçons que je partage avec vous dans l'épisode de la semaine dernière et cette semaine dépassent le cadre du postpartum stricto sensu et trouveront une résonance dans toute phase de changement intense que vous pourriez traverser, surtout si ce changement implique aussi un changement identitaire, un changement assez soudain de votre situation et une forme de vulnérabilité physique ou émotionnelle, ce qui représente le cocktail explosif du postpartum. Je précise également que mon expérience du postpartum ne présage aucunement de votre expérience de votre postpartum, que chaque personne rencontre un cocktail unique de défis et de difficultés, un cocktail plus ou moins costaud, plus ou moins dosé. Mon objectif, c'est simplement de vous faire part de mon expérience de cette période, en espérant mettre en lumière des dynamiques ou des mécanismes qui pourraient vous concerner à des degrés divers. Dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai donc abordé avec vous les 2 premières leçons que j'ai tirées de mon postpartum. Leçon numéro 1, la connaissance ne protège pas de la difficulté. Et leçon numéro 2, demander de l'aide n'est pas un signe d'échec. Si vous voulez en savoir plus sur la teneur de ces leçons et la façon dont elles peuvent vous aider à traverser votre propre postpartum ou vos propres phases intenses de changement, écoutez l'épisode 322 de Change ma vie. On va maintenant aborder la 3e leçon de mon postpartum, que je résume en une phrase que, je l'espère, vous n'oublierez pas. Cette phrase, c'est « La hiérarchie des besoins, c'est pas pour les chiens ». Vous avez peut-être entendu parler de la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow, qui est souvent représentée sous la forme d'une pyramide, bien que lui-même ne l'ait jamais représentée de cette façon. Donc si vous avez écouté l'épisode 306 de Change ma vie, qui s'appelle « Les besoins sont universels », vous avez entendu ma collaboratrice Béatrice Bognaud vous en parler. Alors pour résumer, Maslow est un psychologue américain qui a proposé une hiérarchisation des besoins des êtres humains qui doivent être remplis du plus basique au plus élevé. Donc, selon la hiérarchie qu'il a établie, on a d'abord besoin de répondre à nos besoins physiologiques, donc dormir, boire, manger, et à nos besoins de sécurité physique et émotionnelle, avant de pouvoir s'intéresser à des besoins qu'on perçoit comme plus élevés et peut-être aussi plus propres à l'être humain, comme le lien aux autres, le sentiment d'appartenance, l'estime de soi, l'accomplissement, l'expression de son potentiel. Et ce qui s'est passé pour moi dans cette période de postpartum, c'est que je n'ai pas réalisé
l'urgence avec laquelle il fallait que je revienne à la base de cette hiérarchie des besoins. Et j'ai mis trop de temps à le comprendre et à le prendre en compte. En fait, ça a été très déroutant pour moi de passer d'une version de moi, donc avant la naissance de mon bébé, qui était uniquement préoccupée par mes besoins élevés, entre guillemets, de relation aux autres, d'appartenance et d'accomplissement professionnel notamment, à cette nouvelle version de moi qui, du jour au lendemain, avait ses besoins élémentaires, physiologiques, mis en danger, en premier lieu par le manque de sommeil et les nuits morcelées. Alors évidemment, je le savais en théorie, on me l'avait dit, j'avais entendu 1000 et 1000 fois le conseil « dors quand le bébé dort », mais ce n'était pas aussi simple que ça dans la réalité parce que mon identité, mon impression d'être la personne que j'étais, était très imbriquée dans ces actions et ces liens qui se situaient à ces niveaux plus élevés de mes besoins. Et donc l'idée de ne faire que me reposer, alors que j'avais des emails à envoyer, des articles à écrire, des amis à voir ou à recevoir, en fait, c'était très difficile à envisager. Alors, en passant, ça pose aussi la question de la préparation du congé de maternité des femmes qui travaillent à leur compte, ce qui était mon cas, et pour qui, en réalité, arrêter totalement son activité pendant plusieurs mois, ça présente un challenge particulier. Mais pour ma part, à ce challenge particulier s'ajoutait le fait que j'avais totalement sous-estimé mon besoin de repos, le besoin de repos qui allait être le mien. Et en fait, je ne m'étais pas suffisamment bien organisée en amont pour n'avoir vraiment rien à faire du tout. Et donc ça m'ajoutait une charge et une anxiété supplémentaires. Alors, en réalité, pour être tout à fait honnête, j'aurais pu tout laisser en plan. J'aurais pu ne rien publier sur mon site, j'aurais pu expliquer aux personnes intéressées que j'avais besoin de plus de temps pour répondre ou pour rendre ci ou ça. Mais si je m'étais autorisée à faire ça, en fait, ça aurait mis en danger mes besoins d'estime, d'appartenance, d'accomplissement, que je n'arrivais pas à mettre en retrait par rapport à mon besoin impérieux de repos. Alors, ça aurait été la chose la plus sage à faire, mais je ne le voyais pas dans l'instant. J'ai donc raté plein d'opportunités de me reposer comme j'en avais besoin, parce que dans l'instant, la hiérarchie des besoins était inversée dans ma tête. En fait, dès que mon bébé dormait, j'avais cette impulsion beaucoup plus forte de faire des choses qui allaient me remettre dans ma vie d'avant, qui allaient me rappeler mon identité d'avant et qui allaient me permettre en fait d'être autre chose qu'une mammifère qui venait de mettre au monde son petit. Et je le dis sans aucun mépris, ni pour les animaux, ni pour cet état très particulier suite à la naissance, mais c'était pour moi très difficile d'être ramenée en fait à ces besoins élémentaires physiologiques. Une anecdote qui me fait rire maintenant quand j'y repense, c'est que je me souviens qu'un jour, en ouvrant un tiroir de ma cuisine, je me suis aperçue qu'il y avait une pomme de terre qui avait pourri dans un sachet. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu une pomme de terre pourrie dans un des tiroirs de votre cuisine, mais ça dégage une odeur absolument épouvantable. Et ce jour-là, j'ai profité du temps de sommeil de mon nouveau-né pour tout vider dans ce tiroir. Alors évidemment, retirer la pomme de terre qui avait pourri, mais aussi retirer le revêtement du tiroir, nettoyer le tiroir de fond en comble, trier les autres trucs que j'allais remettre dans le tiroir et tout réorganiser. J'ai dû y passer 1 heure, 1 heure et demie, et quand mon mari est revenu le soir et que je lui ai dit que j'avais dit ça, il m'a dit « Mais Clotilde, ce genre de truc, laisse-le moi, je peux le faire, ne te galère pas avec des trucs comme ça alors que t'as un nouveau-né et que t'es crevé. » Et il avait raison, et je savais qu'en plus, si je lui signalais la pomme de terre pourrie, il allait nettoyer le tiroir aussi bien que moi. Mais en fait, bizarrement, et ça me paraît complètement absurde, mais sur le coup, c'était vraiment ça, le fait de nettoyer le tiroir moi-même, ça répondait à mon besoin très important d'autodétermination, c'est-à-dire le besoin que j'avais d'être libre de faire ce que je voulais faire au moment où je voulais le faire, qui est l'un des besoins auxquels il est le plus difficile de répondre quand on s'occupe d'un tout jeune bébé. Donc je comprends ces arbitrages a posteriori et je ne m'en veux pas. Je comprends pourquoi je voulais répondre à mes emails plutôt que de dormir, mais je sais aussi que ça m'a coûté très cher. D'abord parce que tout paraît infiniment plus difficile et plus lourd quand on est épuisé, et ça colorait ma vision de tout le reste de ma vie.
Et ensuite, parce que, en fait, ne répondant pas à mon besoin de repos dans ces moments-là, en fait, je me suis traîné une fatigue abyssale dont j'ai mis bien 2 ans à me sortir. Et il se trouve qu'au bout de 2 ans, quand je me suis sentie de nouveau moi-même, paf, on a lancé le 2e bébé, donc la nature est bien faite. Mais au moment de la naissance de mon 2e enfant, je me suis heureusement souvenue de cette leçon et je me souviens m'être dit très clairement, ma priorité, la journée, ma seule responsabilité la journée, pendant que mon grand était à la crèche, c'est de m'occuper de mon bébé et de dormir. Donc, les seules choses que je prévoyais, c'était les rendez-vous médicaux pour les vaccins. Je n'avais à dessein aucune contrainte horaire, aucune visite, aucun déjeuner, aucun café avec qui que ce soit, parce que je voulais pouvoir tout organiser ma vie autour du sommeil de mon bébé pour pouvoir dormir en même temps que lui. Moyennant quoi, alors que j'avais 2 enfants à ce stade et que théoriquement ça aurait dû être plus fatigant, eh bien je me suis remise beaucoup plus rapidement, j'ai retrouvé mon énergie et je me suis sentie de nouveau moi-même beaucoup plus rapidement. Alors au-delà de mon tempérament personnel, je pense que cette difficulté à prendre vraiment en compte ce besoin de repos vient directement de notre conditionnement social. En fait, on évolue dans une société capitaliste et donc productiviste, dans laquelle on valorise le faire par-dessus tout, le fait d'être actif, productif, occupé, autonome. Et à l'inverse, on a beaucoup de mal à s'autoriser le repos, la convalescence, ces situations qui sont vues comme une forme de passivité, voire même de dépendance. Et même si intellectuellement, on se dit que c'est bien normal de se reposer après un accouchement et que c'est bien normal de concentrer son énergie pendant ce qu'on peut appeler le 4e trimestre de la grossesse pour s'occuper de soi et de son bébé exclusivement, le fait est qu'on a en tête quand même qu'il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps, cette histoire, qu'il ne faut pas non plus exagérer, ça va, et que d'ailleurs, puisqu'on est à la maison toute la journée pendant le congé maternité, on peut aussi s'occuper du ménage, du linge, des courses, des repas, du rangement, etc. L'autre parent et l'entourage plus largement n'ont souvent pas bien conscience de l'étendue, de la profondeur de repos et la durée de repos qui est nécessaire. Et donc, leurs attentes, plus ou moins implicites ou plus ou moins explicites, mais donc les attentes qu'on a nous-mêmes internalisées, c'est plutôt qu'il va falloir reprendre assez rapidement sa vie d'avant avec la même énergie, les mêmes obligations, le même rythme de vie, juste avec un bébé mignon dans une poussette ou une écharpe. Alors bien sûr, cette difficulté à s'autoriser, à se reposer comme on en a besoin, n'est pas une exclusivité réservée aux personnes qui viennent d'accoucher. C'est exactement la même chose avec les personnes qui ont un problème de santé, que ce soit un problème de santé physique ou de santé mentale, et les personnes qui traversent des périodes difficiles comme un deuil ou la maladie d'un proche. Dans toutes ces situations, en réalité, on a souvent besoin de se recentrer sur ces besoins purement physiologiques, juste dormir, juste manger, juste boire, et ça va être le cas pendant un temps qu'il est impossible de déterminer à l'avance. Et donc, on peut ressentir une vraie difficulté à le faire parce qu'on peut avoir l'impression que tant qu'on est dans cette phase de pur besoin physiologique, on peut avoir l'impression qu'on n'existera plus à ses propres yeux et à ceux des autres si on n'existe plus qu'au niveau de ces fondamentaux presque animaux. Et pourtant, si ça vous concerne en ce moment, tout particulièrement, je vous enjoins de vous le rappeler, la hiérarchie des besoins, c'est pas pour les chiens, c'est absolument indispensable de vous reposer comme vous en avez besoin. En plus, tout le reste vous paraîtra infiniment plus simple et plus facile si vous êtes reposé. Et si ça vous est difficile de vous y autoriser, ça peut être utile de vous rappeler que ça ne durera pas toujours, que le temps des autres besoins de la hiérarchie reviendra, le temps et l'énergie pour répondre aux autres besoins de la hiérarchie reviendra, mais qu'il faut reconstruire les choses dans l'ordre. Si on imagine une maison qui a été détruite dans un tremblement de terre, la priorité n'est pas de refaire la déco ou d'inviter tous vos amis à dîner, il va falloir d'abord reconstruire les fondations. Alors c'est sûr, c'est pas le plus fun, c'est pas le plus gratifiant, mais c'est impératif de commencer par là. La 4e leçon
que j'ai tiré de mon postpartum et que je veux partager avec vous dans cet épisode, c'est qu'un changement d'identité, par essence, c'est chaotique et c'est inconfortable. Et ça non plus, c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir. Je n'avais pas réalisé que l'une des plus grandes difficultés de cette période particulière qui suit l'accueil d'un premier enfant, c'est ce qu'on appelle la matrescence. Donc c'est un terme d'ailleurs qu'on n'utilisait pas du tout il y a 12 ans quand mon premier fils est né. En tout cas, moi je ne l'avais jamais entendu, mais la matrescence, c'est un terme qui est construit sur le modèle du mot adolescence et ça désigne la transformation à la fois physique et identitaire entre le statut de femme tout court et le statut, l'identité de femme avec enfant. Je n'avais pas anticipé ça. Je pensais réellement qu'en ayant un enfant, j'allais rester exactement la même personne, j'allais rester tout à fait moi-même, c'est juste qu'on allait me rajouter un petit enfant calé sur la hanche droite. J'étais même très attachée à l'idée de ne pas changer. J'avais vu tellement de femmes avoir des enfants et devenir du jour au lendemain quelqu'un d'autre avec, de mon point de vue de l'époque, des choses mais carrément moins intéressantes à raconter et un horizon de vie vraiment plus limité, ce qui m'inspirait une forme de mépris, alors totalement patriarcal, dont je ne suis pas fière du tout avec le recul, mais en tout état de cause, moi je me disais, je resterais tout à fait la même. Je ne serais pas une de ces femmes qui, du jour au lendemain, deviennent mères et sont complètement englouties par ce rôle-là qui, à l'époque, ne m'intéressait pas des masses. Alors, en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça et je ne crois pas que ce soit souhaitable d'ailleurs. En fait, passer du statut d'adulte sans aucune sorte d'obligation vis-à-vis de qui que ce soit de dépendant de lui à adulte en charge d'un nourrisson puis d'un petit enfant, c'est en réalité une vraie métamorphose identitaire. Ça change vraiment significativement le regard qu'on porte sur soi, les priorités qu'on se donne, la nature de ses préoccupations, ce à quoi on accorde de l'importance, de l'attention, de l'énergie et d'une façon générale les enjeux de son quotidien. Et ce qui est particulier dans ce changement identitaire en lien avec l'arrivée d'un enfant, c'est que c'est très brusque. Ça se fait littéralement du jour au lendemain. En fait, la veille de l'arrivée de l'enfant, il n'est pas là. Enfin, techniquement, si c'est une grossesse, l'enfant était là, mais on ne le voit pas et on n'a rien à faire de spécial pour s'en occuper. Donc nous, par exemple, je me souviens, la veille de la naissance de mon premier fils, on avait reçu des amis à bruncher, grande tablée, tralala, insouciance, vie d'avant. Et pouf, le lendemain, le bébé était là. Donc tout était différent. Donc le lendemain, du jour au lendemain, l'arrivée de cet enfant a un impact sur pratiquement tout. Puisque quand on est la mère, ça a un impact sur son corps, sur son énergie, sur son temps, sur son espace de vie et aussi sur sa liberté. Et ça aussi, on peut le comprendre intellectuellement avant la naissance de l'enfant, mais c'est une autre paire de manches quand on est dedans. Parce que même si ce changement d'identité, on l'a voulu, si on a choisi de devenir parent, même si cet enfant, on l'a voulu, même si ça fait partie de nos projets de vie, il n'en reste pas moins que l'être humain ne se départit pas de son identité existante sans se débattre et sans que ce soit très inconfortable psychiquement et émotionnellement. Alors, bien sûr, ce type de changement identitaire et l'inconfort qui va avec peut se présenter dans bien d'autres changements, bien d'autres situations de vie. Ça peut être le cas lors d'une séparation ou d'un veuvage. Ça peut arriver si on change de métier, si on perd son travail. Ça peut arriver si on est obligé de s'arrêter de travailler pour des raisons de santé. Et ça arrive aussi aux personnes dont les enfants sont grands et quittent le foyer ou au moment où on arrête son activité professionnelle pour partir à la retraite. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que, qu'il soit choisi ou qu'il soit subi, un changement d'identité est par essence générateur d'inconfort parce que notre identité, ça va bien au-delà de la phrase qu'on prononce quand on nous demande qui on est et ce qu'on fait. En fait, notre identité, c'est une sorte de package cognitif global qui contient tous nos modes de fonctionnement, tous nos arbitrages, nos priorités, nos façons de réfléchir, nos façons de réagir, nos habitudes, nos préférences, nos contraintes. Et tout ça, c'est programmé dans notre cerveau qui a automatisé le maximum d'actions et de décisions. L'heure à laquelle je me couche, ce que j'achète quand je vais au supermarché, ce que je fais le week-end, ce que je réponds quand on m'invite à une fête le samedi soir ou à une réunion à 19h.
Et quand on change d'identité, donc en particulier quand on devient parent, toutes ces actions et ces décisions automatiques nécessitent d'être revues, repensées, renégociées, reprogrammées. Et donc on est dans une sorte de dissonance cognitive perpétuelle parce que notre cerveau a des automatismes de pensée et de réaction qu'il faut qu'on interrompe à chaque fois pour faire un nouveau choix qui correspond à notre nouvelle identité. L'heure à laquelle je me couche, ce que j'achète quand je vais au supermarché, ce que je fais le week-end, ce que je réponds quand on m'invite à une fête le samedi soir ou quand on me propose une réunion à 19h, en fait, à chaque fois, je dois m'écarter de mes choix automatiques parce qu'ils ne sont plus appropriés à ma nouvelle situation, à ma nouvelle identité. Et qui dit dissonance cognitive dit résistance parce que notre cerveau va tirer dans l'autre sens pour retrouver la stabilité cognitive précédente. Et ça se manifeste sous la forme d'un sentiment d'ambivalence, de doute, de ressentiment, voire de regret. Donc en fait, cette ambivalence, ce doute, ce ressentiment, ce regret dans le changement qui accompagne l'arrivée d'un enfant, ce sont des émotions qui nous expriment une version de « c'était mieux avant ». Et bien sûr, il n'y a pas de débat là-dessus. Effectivement, c'était mieux juste avant quand toute notre vie était bien en place, bien confortable, quand notre identité et nos modes de fonctionnement correspondaient précisément à nos circonstances de vie et à notre organisation du quotidien. Donc en fait, l'enjeu, c'est de ne pas comparer cette stabilité cognitive précédente à ce qu'on est en train de vivre, qui est cette phase de transition chaotique et inconfortable. Parce que si on compare ça, évidemment, ça ne fait pas le poids. Évidemment que la stabilité est toujours mieux ressentie que l'instabilité, mais il faut se souvenir que cette phase de transition ne dure qu'un temps et que notre nouvel équilibre, notre nouvelle identité, notre nouvelle stabilité cognitive se trouve de l'autre côté. Et que, a priori, comme on dit en anglais, « the only way out is through », c'est-à-dire le seul moyen de sortir de cet inconfort est de le traverser. J'ajoute que ce qui accentue encore plus l'impression d'inconfort et de chaos dans le cas de la naissance d'un enfant, c'est que les pensées d'ambivalence, de doute ou de regret qui nous viennent sont assez terrifiantes si on les prend au pied de la lettre. Si on ne comprend pas d'où elles viennent et ce qu'elles disent en réalité, c'est-à-dire ce qu'elles expriment de cette dissonance cognitive, de ce changement d'identité, eh bien, on peut se juger très durement de les entendre dans notre tête parce qu'on est en train de parler d'un petit être humain qu'on a choisi de faire venir sur cette planète alors que lui, il n'a rien demandé à personne et que non seulement il n'y a pas moyen de faire machine arrière, mais en plus, on se dit que on ne veut surtout pas que ce bébé reçoive ce message qu'on doute ou qu'on regrette ou que voilà qu'on veut pas qu'il soit là. Alors qu'effectivement, une partie de nous, bien légitimement, dans l'instant, se dit là, en fait, c'est vraiment dur. Objectivement, avant, c'était vraiment moins dur. Et donc, s'il y avait moyen de faire undo juste un tout petit peu, juste le temps de faire une sieste ou de prendre une longue douche, ce serait quand même super chouette. Alors heureusement, dans la plupart des cas, pas tous, mais dans la plupart des cas, l'inconfort du changement d'identité, l'ambivalence, le doute et ces émotions pénibles qu'on aimerait bien ne pas ressentir au moment de la naissance de son enfant, ce n'est pas constant. Il y a des hauts et des bas, souvent des hauts très hauts et des bas très bas d'ailleurs. C'est une alternance de moments de pure joie et de moments de pur désespoir, des moments où on se sent exactement divinement à sa place, le jour où on est là par exemple pour recueillir le premier sourire, et des moments où on se dit qu'en fait on n'est pas du tout fait pour ça, qu'on ne veut pas de cette vie-là et qu'on a fait l'erreur de sa vie. Et ce qui aide beaucoup à traverser ces montagnes russes, c'est de comprendre que, leçon numéro 4 donc, que le processus de changement d'identité est chaotique par essence. Il y a des choses qui vont se mettre en place facilement et d'autres non. Il y a des moments où tout roule et des moments où il n'y a rien qui va. Mais pendant tout ce temps, notre cerveau est à l'œuvre en train d'intégrer les caractéristiques de notre nouvelle situation, les enjeux de nos nouvelles circonstances, ce qui nous réussit, ce qui ne nous réussit pas, pour nous permettre de devenir de l'autre côté cette nouvelle version de nous-mêmes qui sera bien alignée avec notre nouvelle identité et nos nouvelles circonstances. En fait, si on y réfléchit, un changement d'identité, ça nécessite de
démanteler un mode de fonctionnement tout en construisant un autre mode de fonctionnement. C'est un peu comme si on était dans un véhicule lancé à 200 sur l'autoroute et qu'il fallait démonter le véhicule dans lequel on est tout en construisant un autre véhicule sur la voie d'à côté et en continuant à rouler à toute vitesse, à moitié dans un véhicule en cours de démantèlement et à moitié dans un véhicule en cours de construction. Donc quand on a cette image-là en tête, si on ne se sent pas l'âme d'une cascadeuse ou d'un cascadeur, on comprend bien que ce soit très inconfortable. Alors, l'image est un peu dramatique, je vous l'accorde, et je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est important d'avoir conscience de ce qui se joue, parce que on a souvent, comme je le disais, une représentation simpliste de ce qui se passe à l'arrivée d'un premier enfant. On a l'impression que, voilà, on te met ton bébé dans les bras et hop, ça y est, tu es mère. Alors, oui, techniquement, c'est vrai, mais psychiquement, identitairement, ça va mettre un moment à se mettre en place. Et plus on s'accorde du temps, de la patience et de la compassion dans le chaos et l'inconfort de ce processus, plus on s'épargne le jugement de soi, la détresse, la panique même, qui ne font bien sûr qu'ajouter de l'inconfort à l'inconfort. Et en fait, c'est ça qui a créé beaucoup de difficultés pour moi, c'est que je ne comprenais pas ce qui était en train de se jouer. Donc j'avais une grande résistance à cette difficulté parce que je me disais, c'est pas normal que je trouve ça aussi difficile, c'est pas normal que je me sente aussi paumée, que je ne sache plus qui je suis, c'est pas normal que je ressente autant d'ambivalence par rapport à ce qui est en train de se passer. Et tout ce temps, toute cette énergie que j'ai passée à résister à cette difficulté, j'aurais préféré pouvoir les utiliser pour me prendre moi-même dans mes bras en me disant « Eh ben oui, cocotte, t'es en train de vivre un truc dingue, mais accroche-toi, ça secoue, mais c'est normal. Ton cerveau est en train de faire ce qu'il a à faire, c'est inconfortable, mais ça ne durera pas toujours, et de l'autre côté, tu retrouveras tes appuis. » C'est donc ça la 4e leçon que j'ai tirée de mon postpartum, c'est qu'un changement d'identité, c'est par essence chaotique et inconfortable, et le fait de le savoir, de le reconnaître, de le prendre en considération, ça ne permet pas nécessairement d'alléger la difficulté cognitive de premier niveau, mais cognitive et psychique et émotionnelle, mais ça permet de développer une forme de patience et de douceur pour pouvoir traverser cet inconfort et ce chaos, en sachant que de l'autre côté, on retrouvera son équilibre, on retrouvera une vie bien en place, des modes de fonctionnement plus ou moins bien rodés, et qu'on se sentira à nouveau relativement à sa place et relativement en maîtrise, toute proportion gardée évidemment, puisque passé la phase du postpartum, vous vous en doutez bien, d'autres aventures nous attendent, ce n'est que le début. Voilà donc les 4 leçons que je voulais partager avec vous suite à mon expérience de mon premier postpartum, qui sont donc applicables à toutes les phases intenses de changement que vous pourriez rencontrer. Donc, leçon numéro 1, la connaissance ne protège pas de la difficulté. Leçon numéro 2, avoir besoin d'aide n'est pas un signe d'échec. Leçon numéro 3, la hiérarchie des besoins, c'est pas pour les chiens. Leçon numéro 4, un changement d'identité, c'est par essence inconfortable et chaotique. Et la leçon, derrière les leçons, c'est que, pour moi, tout ça valait 1000 et 1000 fois la peine. Aujourd'hui, mes fils ont 9 et presque 12 ans, et ma relation avec eux fait partie des choses les plus précieuses de ma vie, et ils sont les personnes qui m'apportent le plus de joie. Être leur mère me donne accès à des émotions que je ne ressens dans aucun autre domaine de ma vie. Jouer ce rôle-là auprès d'eux me passionne. C'est quelque chose d'ailleurs auquel je réfléchis beaucoup, sans surprise. Et comme ça reste un challenge par bien des aspects, au fur et à mesure qu'ils grandissent et que voilà, on rencontre des choses différentes dans leur éducation, dans leur croissance, dans leur évolution et dans la mienne, eh bien ça me fait avancer dans ma compréhension de l'expérience humaine, de qu'est-ce que c'est qu'être un être humain en formation ou en accompagnement d'un être humain en formation. Ça me fait avancer dans ma vie intérieure, dans ma vie émotionnelle, dans ma vie tout court, d'une façon que je n'aurais jamais imaginée et que je n'échangerais contre rien au monde. Donc 12 ans plus tard, je repense à cette période de mon premier postpartum avec beaucoup d'émotions. Avec compassion pour la Clotilde que j'étais, mais aussi avec une forme d'admiration, parce qu'elle a fait du mieux qu'elle a pu pour traverser sa rivière de misère,
Alors qu'honnêtement, quand j'y repense, elle n'avait vraiment aucun outil pour s'en dépêtrer. Et ces outils, je les ai acquis plusieurs années plus tard, lorsque j'ai découvert le coaching, c'était peu de temps après la naissance de mon deuxième fils. Et donc, je suis absolument convaincue que j'aurais vécu cette période tout à fait différemment si j'avais eu ces outils de compréhension de moi-même, de décodage de mes émotions, si j'avais eu des outils pour m'écouter, pour m'accompagner, si j'avais su identifier là où je me piégeais moi-même, et aussi si j'avais su demander de l'aide quand j'en avais besoin. D'ailleurs, on a dans l'équipe Change ma vie une coach, Yael, qui a eu son premier bébé il y a quelques mois et avec qui j'ai pu échanger sur sa propre expérience de son postpartum et sur le rôle que les outils du coaching ont joué pour elle dans cette période. Donc c'était vraiment intéressant d'observer dans notre échange le contraste entre son expérience et la mienne et on a l'intention de vous enregistrer un épisode sur ce sujet bientôt. Pour finir, si vous êtes actuellement concerné par l'arrivée d'un enfant ou par une autre phase intense de changement, j'espère vous avoir aidé à vous sentir moins seul et vous avoir apporté des clés qui, peut-être, pourront vous aider. En tout cas, si vous en avez besoin, laissez-moi vous envoyer toute ma force, toute ma compassion, tout mon réconfort et permettez-moi de vous dire franchement bravo. C'est difficile ce que vous êtes en train de faire, mais vous vous en sortez comme un chef ou comme une chef. Cette phase ne durera pas toujours, donc soyez patient, soyez patiente, prenez bien soin de vous, écoutez-vous et si vous pouvez, je vous en supplie, allez faire une sieste. Tout le reste attendra. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.